Bonjour à toutes et tous, la vidéo d'aujourd'hui traite de l'un des assauts qu'ont disputé Charlemont et Casterès, car il y en a eu plusieurs à travers le temps. Celui-ci est celui de 1902, organisé par le journal L'Auto-Vélo, à la salle Wagram. Il finit d'une manière inattendue si vous êtes amateur de savates sportives modernes, mais tout à fait autorisé en boxe française traditionnelle. Nous verrons aussi qu'une soirée d'arts martiaux français ne se limite pas à la boxe, mais s'étend à des affrontements avec différentes armes, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Je vous laisse avec l'article de monsieur Édouard Pontier. Chaque année maintenant, notre excellent confrère, le journal L'Auto-Vélo, nous offre comme régal parmi les manifestations sportives qu'il organise, la rencontre Charlemont-Casterès en boxe française. Les profanes de ce sport peuvent considérer cet événement comme très naturel. Et quoi de plus naturel pour des professeurs de boxe que d'échanger quelques coups de poing amicaux? Mais les habitués des salles où s'entraînent les pieds et les poings n'ignorent pas tout le mal qu'il peut y avoir à mettre en présence les 2 maîtres incontestés de leur exercice favori. C'est cette difficulté que l'autovélo surmonte. Pendant 8 jours, sous les ondées du printemps, on voit successivement de chez Charlemont, rue des Martyrs, Léon Manot courir rue Nouvelle chez Casterès, puis refaire le trajet en sens contraire pour rapporter enfin à son journal la bonne nouvelle. Casterès et Charlemont se rencontreront immanquablement à la salle Wagram. Et cela n'a lieu qu'une fois par an. Certes, les 2 maîtres sont loin de refuser leur concours aux soirées de boxe qui retiennent notre attention pendant l'hiver, mais jamais ils ne nous offrent le régal de leur lutte courtoise. Ils sont les champions incontestés de la boxe française. Nul ne peut dominer leur science, leur sang-froid, leur adresse, ou du moins nul ne l'a su faire encore. Et l'on comprend qu'ils ne se hasardent pas en des rencontres fréquentes, où la chance jouerait un rôle, une réputation et une maîtrise qu'ils ont su acquérir. Et encore, lorsqu'ils consentent à se trouver face à face, ils font plutôt un assaut courtois qu'un combat d'où l'on tirerait une conclusion donnant l'avantage à l'un ou à l'autre des adversaires, soit par la décision d'un jury, soit par le pointage des coups reçus. Cependant, à défaut de résultats officiels, on n'est point privé de résultats officieux, suivant les avis particuliers, provoqués souvent par la sympathie, l'intérêt ou des points de vue personnels. La majorité cette année a penché pour l'avantage de Charlemont, tandis que l'an passé, elle s'était également partagée. À la décharge de Casterès, il faut dire que l'excellent professeur souffrait tout particulièrement cette fois-ci d'un muscle froissé dans la jambe, et que ce n'est qu'au soin merveilleux de l'artiste en massage qu'est Pastaïr que nous avons dû de voir le si sympathique professeur fournir si brillamment sa part dans ce spectacle émotionnant. Mais avant de narrer les détails de la soirée appelée à juste titre la soirée de l'autovélo, donnons quelques détails sur ces 2 principaux acteurs. Charlemont est né en 1862. Son père, dont la réputation est universelle et qui a fait pour ainsi dire la boxe française de toutes pièces, le fit travailler tout jeune. À 3 ans et demi, il paraissait en public. Il apprit la gymnastique et la canne et sut plus tard se distinguer dans ce dernier sport. À 15 ans, il sortait de l'école pour faire son apprentissage de sculpteur sur bois. Puis, après son service militaire, il commençait le professorat de la boxe qu'il n'a jamais abandonné. Il a paru partout s'est affirmé, et on garde encore la mémoire de sa rencontre tirant en boxe française contre l'anglais Driscoll en boxe anglaise. Rencontre du reste tout à fait inutile et qui ne prouvera rien du tout au point de vue supériorité de l'une ou l'autre école. Au physique, Charlemont offre une silhouette accusée en traits de force et de vigueur. Il présente une figure sévère mais sympathique par sa franchise et la netteté de ses lignes. C'est un athlète combatif, courageux et d'un esprit rare. Casterès, de taille plus petite, avec des formes dessinées à merveille et qui donne une impression étonnante de souplesse et de vigueur. Il est avenant et avec un éternel bon sourire, et peu d'hommes savent si impérieusement appeler la sympathie. Jamais il ne se fâche. Il annonce les coups d'une voix claire, et c'est une surprise pour le profane non averti que de voir dans le ring ce petit homme alerte, avec des membres d'athlète, esquiver, feinter et partir avec une vitesse que l'œil a peine à suivre. Casterès fut aussi l'élève de Charlemont père. Ses succès le portèrent au professorat, où il n'a qu'un rival, celui dont nous avons parlé plus haut. Mais tandis que ce dernier use plus volontiers des pieds dont il se sert à merveille, l'autre semble avoir emprunté à la boxe anglaise la puissance et la rapidité des poings. 3000 personnes se pressaient à la salle Wagram pour cette soirée exceptionnelle. Et dès que les 2 professeurs firent leur entrée dans le ring, ils furent salués par une huée de bravos. Il est difficile de narrer passe par passe les différentes péripéties du match. Les quotidiens l'ont du reste fait avant nous. Casterès apporte dans ses coups une netteté et une précision admirables. Il paraît en possession de tous ses moyens et semble entièrement maître de lui. Mais le bruit s'apaise et l'assaut commence. Pourquoi ce silence n'a-t-il pas duré tout le temps des 6 rounds qui le mesurèrent?
Il conviendrait que le public comprenne enfin qu'il serait bon de ne manifester aucunement pour laisser tout leur sang-froid aux tireurs en présence. Charlemont touche plus souvent, mais peut-être par de moins jolies attaques. Jusqu'au 4e round, les adversaires parurent avoir un souci de faire avant tout de jolies choses, mais à partir de ce dernier, ils s'animèrent singulièrement pour nous donner le spectacle heurté et un peu confus du combat. La faute en est certainement au public qui commençait à manifester un peu bruyamment ses sentiments. Mais la fin était proche, et au grand désespoir de tous, l'assaut prit fin sur une bonne prise de jambe de Casterès. La rencontre était dirigée par M. Anquetin, président de la boxe française, et M. Levallois, président du Boxing Club de France. Les assauts qui entouraient le grand match pâlirent naturellement à côté du principal attrait de la soirée. Et pourtant, eux seuls, en temps ordinaire, passeraient pour des attractions. Les professeurs Chabrier, Antoine, Petit et Bijan firent merveille en boxe française. Dechambour et Larnaud furent très applaudis en Cannes. À signaler la crânerie de Larnaud, qui n'a point l'air de craindre les coups et qui tirait le torse non protégé contre son redoutable adversaire. Boisdon et Chenevière firent grande impression au sabre. Les amateurs Fritz et Charigot se montrèrent en boxe française dignes élèves de leur maître. Enfin, les champions américains Lerda et O'Brien nous présentèrent un véritable combat en boxe anglaise. Rarement en France on put goûter dans ce sport une si jolie partie, et le public, par ses acclamations, les a remerciés du bon sport qu'ils surent nous donner d'une si excellente façon.